Alors quand même sur la question des critères d'éligibilité, cette question a suscité moins de passion que celle sur le régime. D'accord. Il est important ici de rappeler que par le décret 358 du président de la République, président de la transition, il a été institué en République gabonaise une assemblée constituante composée des parlementaires de la transition, j'entends, Sénat et Assemblée nationale de la transition. La mission de l'assemblée constituante est claire, c'est de donner un avis motivé sur l'avant-projet de constitution rédigé par le comité constitutionnel. En ce sens, l'Assemblée constituante n'avait pas pour mission d'amender l'avant-projet, n'avait pas pour mission d'adopter la Constitution, mais de lire l'avant-projet, de l'examiner et de consigner dans un rapport ce qui pouvait être avis motivé, donc des propositions d'amendement, lesquelles propositions seront soumises au CTRI et au gouvernement. Donc la mission est, sur la base de l'examen de nos propositions d'amendement, de retenir celles qui vont estimer les plus pertinentes et de rejeter les autres, afin de constituer la dernière monture du projet de constitution qui sera adopté en Conseil de ministres avant d'être soumis au référendum. Les travaux se sont déroulés à huis clos. La méthodologie a été encadrée par un règlement qui a été adopté le premier jour donc, de nos travaux. Le règlement permettait justement de définir les règles qui devaient régir nos travaux, à savoir la procédure liée à la validation des amendements. Donc, soit c'était par consensus, soit c'était par le vote. C'est dans cet esprit que nous avons évolué, mais également à encadrer les comportements des uns et des autres, parce qu'il n'était pas question maintenant que l'Assemblée constituante se transforme en cirque ou en foire, du fait qu'un avis émis par un collègue n'ait pas prospéré et que celui qui a émis l'avis n'étant pas d'accord puisse entrer dans tous ces états. Les débats ont été passionnés, comme vous pouvez le comprendre, et c'est tout à fait justifié, parce qu'il était question ici de parler du pays, de définir la constitution de notre pays, mais surtout le régime parlementaire qui devait régir la République gabonaise sur les 30-50 prochaines années. Donc le travail s'est fait dans cet état d'esprit, ambiance bon enfant, des désaccords il y en a eu, des accords également, n'étaient pas forcément des accords sur toutes les questions, notamment sur les 194 articles soumis à notre appréciation. Il y a des articles sur lesquels nous étions tous en phase, mais il y a d'aucuns, surtout sur les questions politiques, des questions de régime, qui ont suscité beaucoup de passion et qui ont suscité beaucoup de contradictions. Mais dans l'ensemble, les travaux se sont bien passés. Nous avons examiné les 194 articles qui ont été soumis à notre appréciation. De cet examen, comme vous avez pu le lire partout, 801 amendements en sont sortis, formulés par 78 députés. Les 15 amendements ont conduit à des débats de fond, permettant justement de retenir de ces propositions d'amendements qui constituent des avis motivés au sens du décret, quels devaient être ceux qui étaient nécessaires d'être retenus. Et après tous ces échanges, vous avez pu le lire partout. Le rapport général consignant ces avis a été adopté à la majorité des députés, avec 8 voix contre, dont la mienne. Alors quand même sur la question des critères d'éligibilité, cette question a suscité moins de passion que celle sur le régime. Je pense qu'il y a eu une incompréhension sur un des critères, c'est ce qui était lié aux conditions physiques, parce que beaucoup l'ont entendu comme étant le fait qu'on interdisait aux personnes vivant
avec un handicap de pouvoir postuler. Ce n'est pas l'esprit du texte. Les conditions physiques dont il est question ici et portent essentiellement sur l'état physique. Je m'explique. Si on a instauré pour les candidats à la présidentielle, et ça ne date pas d'aujourd'hui, des examens médicaux, ces examens médicaux, par exemple, n'ont jamais été exigés aux candidats au local et aux législatives. Simplement parce qu'on estime que le président de la République se doit d'être en forme. L'absence de conditions physiques peut s'entendre, par exemple, par le fait qu'au cours d'un examen, on diagnostique un des candidats avec, je dis n'importe quoi, tout ce qui peut être lié aux crises cardiaques et autres. Ça devient un handicap. Ça devient, au sens du bien-être physique, une contrainte ne permettant pas, justement, de valider assurément le dossier de ce dernier. Donc c'est dans cet esprit que le texte a été entendu et perçu par nous sur les critères liés à la limite d'âge. Moi, je vous le dis, je suis l'un des défenseurs de ce critère-là, parce que j'estime que ce critère a été proposé par bon nombre de nos pairs dans les années 91, et je trouve vraiment indécent qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont frappés par cette limite d'âge qu'eux-mêmes ils ont introduite en 91, ils puissent revendiquer qu'on puisse enlever la limite d'âge parce qu'ils veulent continuer. Non, s'ils n'ont pas eu à préparer des dauphins, ça c'est à leur niveau, mais je pense qu'il faut que le paysage civique et politique se renouvelle. Soit il se renouvelle par la volonté des leaders politiques, soit il se renouvelle par l'obligation de la loi. Et je pense que le 70 ans de limite d'âge est une disposition qui sied pour obliger le renouvellement de la classe politique au Gabon et forcer ces leaders-là, qui sont des ancêtres dans la politique, à finalement transmettre le flambeau. Par contre, là où le désaccord, et c'est ce qui a poussé au vote du non, en ce qui nous concerne, c'est surtout sur le régime. Voyez-vous, il ne faut pas qu'on travaille la Constitution ou bien qu'on se prononce de façon temporelle et de façon personnelle. Le président de la transition, il n'y a aucun Gabonais qui se mettra en vouloir le président de la transition. Nous apprécions tout ce qui est fait dans le cadre de la transition. Il nous a sortis d'un système que nous décrions tous. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons être dans un esprit où il est question d'élaborer la loi fondamentale en fonction de nos émotions et en fonction des appréciations que nous avons envers le président de la transition. Nous ne sommes pas là, en fait, pour apprécier la Constitution en fonction du président de la transition. Et je pense que c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel beaucoup se trouvent. Et je dis souvent aux gens que imaginons que la Constitution que nous allons définir, nous allons adopter, soit une Constitution qui, demain après-demain, va être sous les mains d'un Nouridine Bongo, d'un Ali Bongo, ou bien de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes sûrs et certains que nous serons en phase? Et ne perdons pas de vue, pour les acteurs de la société civile que nous sommes, moi singulièrement, avant le 30 août, mais j'étais partisan, je défendais bec et ongle la séparation rigide des pouvoirs. Mais il n'y a aucune raison qu'après le 30 août, je me retrouve en train de militer pour une concentration des pouvoirs autour de l'exécutif. Mais en fait, si je le fais, même le président de la transition va me regarder bizarre en me disant « mais celui-là, finalement, c'est la mangeoire qui l'intéressait ». Il y a des principes, il y a des valeurs, quand il s'agit de la République, sur lesquelles nous n'avons pas à négocier. Nous avons milité pour la séparation des pouvoirs avant la transition. Moi, je reste dans les mêmes dispositions de la séparation des pouvoirs. Parce que ce qui n'a jamais marché dans notre pays, c'est la concentration des pouvoirs. C'est une réalité. Nous avons peut-être la chance aujourd'hui d'avoir une personne comme le président de la transition, et on le voit tous. C'est quelqu'un qui est humainement engagé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanisme. OK. Maintenant, imaginons que demain, après, puisque la limite d'âge c'est 70 ans, le président a 49 ans aujourd'hui, dans 21 ans, il aura 70 ans. Donc il sera frappé par ces limites-là de cette Constitution. Imaginons qu'après lui, ce soit son opposé qui arrive à la tête de l'État avec entre ses mains cette Constitution. Est-ce que nous sommes sûrs que nous serons vraiment rassurés? Donc, ce sont essentiellement des éléments liés au régime et à la concentration des pouvoirs autour de l'exécutif qui ont suscité beaucoup de passion,
et qui ont conduit les acteurs que nous sommes, défenseurs avant la transition de la séparation de pouvoir, à maintenir notre position en disant nous ne nous reconnaissons pas du tout dans ce qui est question de régime. Mais il faut être aussi honnête pour reconnaître que la Constitution et l'avant-projet tel qu'il nous a été présenté, en dehors des questions politiques, il y a eu beaucoup d'innovations. Les questions liées au traditionnel qui n'étaient pas prises en compte ont finalement eu un caractère constitutionnel. Le côté cultuel, donc lié au culte, a eu une reconnaissance constitutionnelle. La société civile, qui était exclue et quasiment inexistante dans la Constitution, est dorénavant reconnue par la Constitution. Les questions liées au numérique, à l'entrepreneuriat et autres sont aujourd'hui consacrés dans notre Constitution. Donc il y a eu une profonde révolution au niveau du projet de Constitution, mais la seule tâche sur ce projet de Constitution et sur ces révolutions demeure effectivement la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire si on enlève la séparation des pouvoirs et la concentration des pouvoirs dans cette Constitution, nous avons une Constitution qui est parfaite. La seule tâche est à ce niveau, vous comprenez aisément, que c'est l'une des questions qui a toujours suscité beaucoup de passion. Mais en gros, la Constitution, l'avant-projet que nous avons examiné en l'état, est un très bon avant-projet. Oui, mais en fait, l'histoire doit également nous enseigner. Moi, je suis, par exemple, militant partisan. Je suis en train de travailler sur un texte qui vise à nationaliser certaines fonctions du point de vue administratif. Il y a des fonctions qui sont essentielles, capitales pour la sûreté et la sécurité d'un pays. Nous avons eu ici des directeurs de cabinet qui n'étaient pas gabonais. Après leur déchéance, ils sont répartis dans leur pays. Nous avons eu ici des chefs de cabinet qui n'étaient pas gabonais, qui après leur déchéance sont répartis dans leur pays. Nous avons eu des compatriotes qui ont exercé des fonctions au niveau du Gabon. Mais lorsqu'ils étaient face à la loi, ils sont répartis dans leur pays. Je pense qu'une constitution également se bâtit sous les fondements de son histoire. Nous avons une histoire. Et je pense que cette histoire nous a suffisamment enseigné. Cette histoire pourra changer demain après-demain. Mais pour l'heure, nous pensons que pour la fonction suprême, il est important de suffisamment l'encadrer et de suffisamment la protéger, sans pour autant que cela ne paraisse comme étant une exclusion. Moi, je ne perçois pas cela comme étant une exclusion, parce que la fonction suprême dans tous les pays du monde est encadrée. Aux États-Unis, on va dire oui, mais tu peux être de père, de mère américaine, avoir tes grands-parents, arrière-grands-parents, ainsi de suite américains, mais tant que tu n'es pas né sous le sol américain, tu ne peux pas être candidat. Est-ce qu'on va dire pour autant que ces Américains vraiment de souche pure, ont été exclus du fait qu'ils ne soient pas nés sous le sol américain? Mais les Américains ont décidé que c'est ainsi qu'ils conçoivent leur démocratie à travers le droit du sol. Au Cameroun à côté, c'est la même chose en Guinée équatoriale. Eux, au lieu du droit du sol, ils ont préféré le côté nationalité, parce que là-bas, il n'y a pas de double nationalité. Au Tchad et dans d'autres pays, au lieu de cela, eux, ils ont préféré l'affiliation, en disant, bon, il faut être de père, de mère, ainsi de suite. Dans d'autres pays, chaque pays, pour la fonction suprême, est encadré. Il n'a pas été dit que les critères liés à la présidentielle le sont pour toutes les fonctions. Mais je pense, et je reste convaincu, et je défends ce principe, il nous faut encadrer la fonction suprême au regard de ce que notre pays a connu. Peut-être que les choses vont changer demain après-demain, parce que c'est un texte, c'est une constitution qui appelait à connaître des modifications, comme celle de 91 qui a connu 10 ou 11 modifications. Mais nous pensons qu'au regard de l'histoire récente de notre pays, nos frères et nos sœurs qui sont des binationaux, comme cela est évident, ne doivent pas percevoir au seul critère lié à la fonction de président de la République une exclusion.
Parce que cela ne l'est pas pour les autres fonctions. Et tous les Gabonais ne vont pas être présidents de la République. On le voit tous, sur 2 millions de compatriotes, il y a souvent combien qui sont candidats à la présidentielle? Ça ne représente même pas 0,00001% de compatriotes. Je serais inquiété si effectivement ces critères l'étaient, par exemple, pour les autres fonctions, les collectivités locales, le Parlement. Je dirais non, là ça devient dangereux, là on rentre dans l'exclusion. Mais pour la fonction présidentielle, souffrant qu'elle soit suffisamment encadrée selon ces critères. Non, mais en fait, ici, il n'est pas question de binationaux ou bien de ceux qui ont des parents, de père et de mère gabonais. Moi, je ne le comprends vraiment pas dans ce sens. Pourquoi? Parce que déjà, même si on enlève le côté binationaux dont on est en train de parler, mais les autres critères peuvent être considérés également comme étant des critères discriminatoires. Au nom de quoi un jeune qui a 18 ans ne peut pas être candidat? Mais là, par exemple, on ne discute pas. Parce que l'âge, c'est de 35 à 70 ans. Mais celui qui est électeur l'est à partir de 18 ans. On n'a pas vu le caractère discriminatoire de la mesure de l'âge. Est-ce que l'objectif était d'exclure une catégorie de Gabonais? Non. On se dit peut-être qu'à partir de 35 ans, on a un certain âge, on sort de la jeunesse. Moi, j'aurais milité pour 30 ans. Bon, c'était un amendement que j'ai proposé qui n'a pas été retenu. Parce que je partais du principe que le plus jeune président du Gabon, Omar Bongo, là, était à 32 ans et que ce n'est pas incompatible qu'à partir de 30 ans, on puisse gérer le pays. Donc là, c'est chacun qui apprécie. Ceux qui sont binationaux vont crier à la discrimination. Ceux qui sont jeunes, qui ont 30 ans, vont aussi crier à la discrimination. Ce n'est pas une histoire de « moi, je refuse que l'on mette cela comme étant une histoire de nationaux et de binationaux ». Parce que les critères, sur l'ensemble des critères retenus pour l'élection, le candidat à la présidentielle, il n'y a pas que le critère binational. Et qu'on me demande en quoi l'âge est un critère exclusif des binationaux, qu'on me montre en quoi parler une langue de son pays est un critère exclusif des binationaux. Non, vraiment, il faut qu'on sorte de ce débat. Non, mais en fait, les amendements qui ont été retenus, je ne sais pas trop, mais déjà, quand on dit 801 amendements formulés par 78 députés, ça paraît énorme. Mais c'est comme si, moi j'en ai formulé 23 de façon spécifique et près d'une cinquantaine sur certaines dispositions communes à plusieurs des 194 articles. Bon, donc, à moi seul, je peux dire que j'ai peut-être porté sur les 800 entre 23 et 50 amendements. Mais 50 amendements sur 800, c'est une moyenne de 40 députés. Et peut-être que ces amendements peuvent être communs. Donc 801, oui, mais beaucoup de ces amendements étaient communs, se rejoignaient, ainsi de suite. Les amendements, comme je l'ai dit, sur lesquels on ne s'est peut-être pas accordé, étaient ceux liés au régime. Mais sur les autres amendements, les préoccupations étaient quasiment les mêmes sur les questions culturelles, les questions cultuelles, les questions traditionnelles, les questions entrepreneuriales, les questions liées au numérique. C'était des amendements qui allaient dans le sens d'améliorer justement le texte en donnant une valeur ajoutée à toutes ces questions qui sont des questions non politiques. Et je le réitère encore, l'avant-projet de constitution soumis à notre appréciation n'est pas forcément mauvais dans tous les sens. La seule tâche, c'est au niveau de la séparation des pouvoirs. Mais pour tout le reste, ça a été une innovation, une grosse avancée pour notre pays. Mais on ne peut pas rester qu'à apprécier ces avancées qui sont non politiques, parce qu'on sait que le véritable problème de notre pays réside à la concentration des pouvoirs autour de l'exécutif. D'accord. Bon, en fait, c'est juste pour rassurer. Le travail que nous avons eu à faire a une origine. D'accord? Premièrement, ce sont les conclusions du dialogue. C'est ça. Ça part de là. Nous avons ces conclusions du dialogue. Il y a eu plus de 2500, pratiquement 2500 conclusions du dialogue. Donc, de ces conclusions du dialogue, il y a eu un comité constitutionnel qui a été mis en place
pour analyser les conclusions du dialogue et ressortir tout ce qui pouvait être consigné dans la future constitution de notre pays. C'est ce que le comité constitutionnel a fait. Et pendant un peu plus d'un mois, le comité constitutionnel a extirpé de ce rapport ce qui était nécessaire pour rédiger l'avant-projet de la Constitution, composé de 194 articles. Cet avant-projet a été remis par le comité constitutionnel au président de la transition. La deuxième étape, le président de la transition a sollicité l'avis des parlementaires réunis en constituante. Pas pour amender l'avant-projet de la Constitution, mais comme pour dire à ces derniers, OK, avant que moi et mon gouvernement n'adoptent le projet, parce que ce sont eux qui sont habilités à adopter le projet en Conseil de ministres, on a quand même besoin de vos avis sur cet avant-projet. Vous en pensez quoi? Voilà 194 articles. On ne vous demande pas d'amender, mais on vous demande de nous transmettre à nous, gouvernement, à nous, exécutifs, ce que vous pensez sur chaque article. Donc c'est ça le travail qui a été le nôtre pendant les 10 jours. Nous avons lu chacun de 194 articles et nous avons, pour les articles qui ont retenu notre attention, émis ce qu'on appelait un avis motivé. Pour dire sur cet article, nous pensons qu'il est bon, il n'est pas bon, il faut l'améliorer, ainsi de suite. Quand on a fait tout ça, on s'est réunis le dernier jour de nos travaux pour dire maintenant, bon, sur les 801 amendements là, comme on ne peut pas envoyer les 801, il faut qu'on choisisse. On se réunit tous, on va rédiger notre rapport. Dans le rapport là, des 801 amendements, on retient quoi qu'on va envoyer au gouvernement. Et nous avons donc analysé les 801 amendements et nous sommes passés soit par consensus, soit par vote pour retenir les amendements qui méritaient d'être envoyés au gouvernement. Et c'est ce qui a fait l'objet de l'adoption du rapport. Ça a été adopté à la majorité. Donc quand on dit oui, les amendements retenus, si je dis n'importe quoi, il y en avait 801 et qu'on en a retenu 100, bon, donc quand on dit oui, bon, nous sommes d'accord avec les 100. D'autres, comme nous, on a dit non, non, nous, on ne se reconnaît pas dans ces 100, nous ne sommes pas d'accord. Et d'autres ont dit, bon, nous, on s'abstient, en tout cas, nous ne sommes ni d'accord, nous ne sommes pas aussi pour, nous ne sommes pas contre, mais nous, on observe parce qu'on est encore dubitatif. Donc c'est ce rapport-là maintenant qui n'est pas l'adoption de la Constitution, c'est l'adoption de nos avis à nous, qui va être maintenant transmis au président de la transition. Le président de la transition, à son tour, va maintenant se réunir avec les membres du CTRI et le gouvernement pour dire, voilà l'avant-projet envoyé par le comité constitutionnel, voilà le rapport consignant les avis des membres de la constituante composée des parlementaires. Gouvernement, CTRI, on a les deux documents. On fait quoi maintenant pour avoir le projet final? Donc là, maintenant, le CTRI et le gouvernement vont dire, bon oui, bon là, dans le projet, on voyait l'avant-projet du comité constitutionnel, les avis motivés du Parlement disent qu'il faut changer cet article. Le CTRI va dire, bon, nous, on souhaite qu'il reste là. Le gouvernement va peut-être dire, bon, nous, on souhaite qu'ils enlèvent. Et puis, ils vont arbitrer. Et après leur arbitrage, ils vont avoir la dernière version du projet de constitution. Le Premier ministre, chef du gouvernement, va porter ce projet de constitution au Conseil de ministres, où siègent les ministres et le président. Ils vont examiner de nouveau, Mango, ils auraient déjà fait cet examen préalablement, et ils vont adopter le projet. C'est dès l'adoption du projet que ce texte, logiquement, va être rendu public, comme tous les projets de loi, pour que les citoyens puissent s'en imprégner. Et on va juste maintenant attendre la date du référendum pour que chaque Gabonais aille dans l'urne, pas pour voter article par article comme nous on a fait lors de l'examen, mais ce sera pour se prononcer sur tout le texte. Dans ce texte, il y a des choses qui vont nous plaire et des choses qui vont nous déplaire, mais on ne vote pas pour un texte parce qu'il y a une seule chose qui nous plaît, tout comme on ne rejette pas un texte parce qu'il y a une seule chose qui nous déplaît. Quand on a 194 articles, logiquement, on ne veut pas dire que, bon, parce que sur les 194, il y a un qui nous gêne, on rejette, ou bien un qui nous plaît, on vote. Non, on va analyser froidement et puis se dire, bon, c'est vrai qu'il y a des articles qui me gênent, mais je pense que dans l'ensemble, le texte, on peut essayer avec. Donc vraiment, c'est dans cet état d'esprit que nous devons être en tant que citoyens. La Constitution n'a pas été adoptée, le Parlement n'a pas modifié le projet de Constitution, on a juste
émis des avis. Attendons le projet final qui sortira du Conseil des ministres avant de nous prononcer au référendum.